La cité sans nom de Ginny Valeris. Réservoir de ténèbres, noir, chaudron de sorcières où bouillonnent des drogues distillées sous une lune atone. Aussi loin que portait le regard, des flancs lisses comme laqués de frais, par la ténébreuse écume que la mer des morts rejetait sur ses rives visqueuses. Thomas Moore, cité par H.P. Lovecraft. Chercheur en archéologie, vous avez été envoyé en expédition dans le désert d'Arabie par l'université de Miskatonic. En cet instant, vous avez grand-peine à vous rappeler comment tout a commencé. Il faut dire que vous errez depuis maintenant plusieurs semaines, vos outres d'eau presque à sec, dans les limbes brûlants du soleil qui s'élève, implacable, par-delà les horizons calcinés. Et dire qu'il y a seulement un mois, vous feuilletiez encore un livre, confortablement installé chez vous, à quelques pas du campus. Difficile d'imaginer que c'est justement ce que vous avez déniché entre les pages de ce vieil ouvrage, un manuscrit emprunté à la bibliothèque des livres rares de l'université en vue d'écrire un rapport, qui vous a conduit jusqu'à l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, à la recherche d'une chimère, une cité sans nom. Vos lèvres gercées se fendillent douloureusement lorsque vous riez. Vous riez car il vous semble tout bonnement invraisemblable que votre vie ait pris un tournant si radical. Comment avez-vous pu quitter le confort de votre demeure victorienne pour vous retrouver ballotté sur le dos d'un animal puant à deux doigts de vous effondrer, ébloui par les mirages créés par le soleil? Bien sûr que vous vous souvenez de ce fameux volume et de ce que vous avez découvert, par hasard, dans sa troisième de couverture. Vieillie par le temps, elle s'est décollée pour révéler un parchemin occulte que vous avez extrait avec la plus grande délicatesse, pensant qu'il s'agissait d'un trésor philologique. L'ouvrage s'intitulait « Le livre d'Yvon », traduit par Gaspard du Nord, et le parchemin qu'il renfermait, jauni et rongé, était écrit en arabe. Ravi, vous avez sollicité l'aide de maître Albert A. Baker, le vieil avocat de votre famille qui, en plus de sa profession, a étudié dans sa jeunesse la langue des pays arabes ainsi que plusieurs dialectes peu usités. C'est lui qui vous a aidé à traduire le manuscrit, et il a été le premier à s'affoler face aux horreurs qu'il contenait. À quel moment vous êtes-vous laissé de votre plein gré sombrer dans la folie? Au tout début, quand de la traduction ont surgi les mots « désert d'Arabie » et « cauchemar apocryphe de Damasius », ou presque à la fin, lorsque la plume tremblante qui a griffonné cette écriture serpentine, dérivée de l'araméen, a évoqué pour la première fois la cité sans nom. La cité sans nom. À la simple lecture de ces quelques mots, vous avez été comme ensorcelé, envoûté par le charme de l'Arabie et de ces lieux encore inconnus de l'homme civilisé. Cet antique parchemin a éveillé en vous une véritable obsession. Les jours suivants, vous avez demandé conseil à d'autres collègues, tels le professeur Henri Armitage, dont les doctorats en lettres et en philosophie ont produit l'un des esprits les plus érudits de l'université. Euphorique, vous lui avez fait part de votre découverte et lui, tout aussi enthousiaste, vous a aidé à déchiffrer les passages les plus obscurs et démontrer leur lien avec Damasius, l'électique philosophe grec. Quel est le rapport entre Damasius, un philosophe du 5e siècle, le dernier néoplatonicien à avoir dirigé l'Académie d'Athènes avant que Justinien n'ordonne sa fermeture en 529, et des ruines perdues au cœur de l'Arabie? Se pourrait-il que des connaissances fermement rejetées par le monde romain, dont une grande partie était déjà chrétienne, aient été consignées dans ces écoles païennes? Vous avez découvert que des fragments de son œuvre principale, problèmes et solutions touchant les premiers principes, sont répertoriés dans la bibliothèque de Photius, un byzantin proclamé patriarche de Constantinople. Remontant le fil, vous vous êtes mis en quête des extraits en question, non sans garder à l'esprit les fameux mots en arabe « cité » et « sans nom ».
Au prix de grands efforts et de brèves visites à diverses bibliothèques miteuses, vous avez réussi à mettre la main dessus. Vous êtes parvenu à rassembler suffisamment d'informations pour convaincre le conseil d'administration de l'université qu'il court, dans une lointaine région d'Arabie, que les autochtones appellent Yalitet Ebek Berea, ou désert inexploré, des rumeurs selon lesquelles il émergerait des dunes les ruines d'édifices antédiluviens antérieurs à l'arrivée des migrants sabéens. Les vestiges d'un site archéologique d'une valeur inestimable, aux structures d'adobe et de pierres si anciennes que même Thébès et Méroé les ont oubliées. C'est avec la plus grande joie que vous avez appris qu'on vous accordait le financement. Sans perdre une seule seconde, vous avez alors embarqué pour Riyad depuis New York, en faisant escale à Londres et au Caire. Des semaines plus tard, vous voilà ici, à l'article de la mort, si assoiffé et affamé que vous seriez prêt à égorger votre propre chameau et à le manger pourvu que cela vous permette de survivre quelques heures et de parcourir 1 kilomètre de plus, ou même rien qu'un pas, à travers ce désert qui s'étend autour de vous à perte de vue. Vous êtes perdu, au beau milieu d'un endroit que les autochtones appellent l'enclume du soleil, à 2 doigts de succomber à la léthargie. Vos pensées fébriles vous ramènent sans cesse au point de départ de cette aventure, à vos discussions avec Baker et Armitage et au parchemin jauni. On peut dire que vous vous êtes fourré dans un vrai guêpier. Soudain, des silhouettes se profilent à l'horizon parmi les dunes. Peut-être s'agit-il d'un nouveau mirage, ou d'hommes à dos de chameau, des commerçants pacifiques ou de cruels bandits du désert. Qui sait quel sort vous attend si vous les approchez, le salut ou une condamnation à mort. Vous vous approchez des hommes, si tant est qu'ils en soient. Mais oui, reste à savoir s'ils sont inoffensifs ou s'ils appartiennent aux dangereuses tribus de bandits du désert contre lesquels on vous a tant mis en garde. Ils affichent des mines renfrognées, menaçantes même, et en vous voyant arriver, ils braquent sur vous leurs armes, au cas où vous vous représenteriez un danger. Mais familiers des coutumes des Bédouins, vous invoquez l'aldiyafa, le principe d'hospitalité entre voyageurs. Ils vous considèrent d'un regard méfiant, mais acceptent de vous conduire à leur campement situé à pas moins de 6 heures de voyage. Vous les remerciez chaleureusement et, quand ils vous demandent ce que fait un étranger à la peau rose dans ces contrées, vous leur exposez votre quête de la cité sans nom. À ces mots, vos hôtes se crispent imperceptiblement, ils échangent des regards entendus et se taisent. Soucieux d'avoir commis une maladresse sans vous en être rendu compte, vous leur demandez ce qui ne va pas. Mais les Bédouins se contentent de vous donner un peu d'eau et de vous étudier, comme s'ils vous soupçonnaient de cacher un terrible secret ou de chercher à percer le leur. Peu après, se profile leur campement, un groupe de tentes dressées à l'abri d'une dune. Vous y distinguez d'autres hommes, des femmes et des chameaux, un vrai petit village itinérant qui a élu domicile aujourd'hui dans ce recoin du désert. Un homme du nom de Laxi Al-Faïd, qui semble jouer au sein du clan le rôle de patriarche, vous invite dans sa tente à partager son repas. C'est un grand honneur et vous ne manquez pas de le remercier. Lorsque vous lui confiez ce que vous êtes venu chercher dans le désert, son expression s'emplit de stupeur. La cité sans nom n'est rien qu'un fantôme du passé, dit-il, un spectre qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Des rumeurs sombres courent au sujet de cet endroit. Mais existe-t-il vraiment? Vous l'avez vu? Le pressez-vous plein d'espoir? Même si les nomades refusent de vous y conduire, s'ils connaissent son emplacement, ils pourraient vous mettre sur la bonne piste. Je vous déconseille de vous aventurer là-bas, Saïd, dit-il d'un ton implorant en employant le mot ourdou qui signifie « monsieur ». On raconte qu'il existerait dans ces contrées un lieu qui n'a pas été conçu pour l'homme, construit bien avant notre arrivée. L'arrivée des Arabes? Non,
de l'être humain. Agité par un vent étrange, le feu de camp se met à crépiter. Pourtant, certains écrits évoquent cet endroit. J'ai lu quelque part qu'un ancien poète arabe, Abdul al-Azred, en entendant ce nom, Al-Faïd se raidit, comme s'il avait été mordu par un serpent. Je vous défends de prononcer ce nom maudit chez moi, s'exclame-t-il en effectuant une série de gestes destinés à conjurer le mauvais œil. Ce n'est ni un bon souvenir, ni un individu qui vaille la peine d'être invoqué. Les joues en feu, vous vous excusez, pourquoi une telle aversion ? J'ignorais qu'il était ici persona non grata. Un poète fou, la voix des morts et des confins de la démence. Non, nous ne le vénérons certainement pas. Ce vieil aliéné a osé s'aventurer dans des lieux interdits. Il a composé ses poèmes et écrit ses livres maudits en l'honneur des horreurs qu'il y a rencontrées. C'était un homme impie, ajoute-t-il tremblant. Il savait où se trouvait la cité perdue ? Oui, il y est allé. Il a foulé ces rues envahies de la poussière des siècles passés. C'est là qu'il a rédigé son couplet le plus célèbre. Lequel ? À mi-voix, les pupilles brillant d'une étrange lueur, l'homme se met à réciter. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au fil d'air étrange peut mourir même la mort. Il vous montre alors un médaillon ancien, trouvé aux alentours de la cité sans nom. En songeant à l'abîme qui sépare votre époque de celle où il a été forgé, vous êtes parcouru d'un frisson. Votre hôte vous raconte que ses fils ont trouvé ce médaillon aux abords d'une dépression de terrain à plusieurs kilomètres au nord d'ici, dans l'enclume du soleil. Un lieu inhospitalier où plus d'un homme a perdu la raison. Vous contemplez le bijou qu'Al-Faïd vous offre en guise de talisman. Aussitôt, vous prenez conscience de l'abîme incommensurable qui sépare votre époque de celle de sa création. À la vue de ce qu'il représente, vous comprenez, horrifié, qu'il appartient à des temps très reculés. Il s'agit d'une silhouette voûtée, mélange d'êtres humains, de reptiles et de satyres, vêtu d'une tunique rituelle qui tient entre ses mains une sorte d'artefact indescriptible. Avec un peu d'imagination, ce pourrait être un pistolet futuriste tiré d'un roman fantastique de H.G. Wells ou de Jules Verne. Vous remerciez Al-Faïd et l'informez que vous partirez le lendemain pour l'enclume du soleil. Il vous souhaite bonne chance et vous assure que ses fils vous escorteront aussi loin que possible, mais ne s'approcheront pas de la vallée des vents glacés. Lorsque vous lui demandez quel est cet endroit, il répond, parcouru d'un frisson, « C'est l'enclave où l'on raconte que gît depuis plusieurs ères la cité sans nom. » Après vous avoir attentivement observé, comme pour s'assurer que vous êtes digne d'entreprendre un tel voyage, il reprend la parole. Un curieux son lui échappe alors, terminé par une certaine inflexion interrogative. Vous laissez vos rêves vous entraîner un peu trop loin, monsieur l'universitaire. Le lendemain après-midi, une fois les heures les plus chaudes passées, vous vous mettez en route. La température qui à midi avoisinait les 53 degrés Celsius est descendue à seulement 40, ce qui vous donne carte blanche pour éperonner vos montures vers l'horizon. Au bout de 2 jours de voyage aux côtés des fils du marchand, vous êtes surpris par une tempête de sable presque surnaturelle tant elle a surgi de nulle part. D'étranges voix vous parviennent, portées par le vent, et au-delà des rafales, un son mélodieux, artificiel, comme une sorte de musique extraterrestre. Après plusieurs signes de protection effectués avec leurs doigts, les fils d'Al-Faïd s'en remettent à Allah. Pour votre part, vous doutez que le Dieu des musulmans ait un quelconque pouvoir contre ce phénomène. Des heures plus tard, les vents se font si violents qu'ils vous séparent de force de vos guides. Vous les appelez à grands cris, mais rien n'y fait. Au milieu de la tempête, vous n'entendez pas même votre propre voix. Vous ne percevez plus rien, sinon cet ouragan de sable. Est-ce ainsi que vous allez périr, perdu au milieu du néant absolu ? Au loin, très loin,
la musique insensée flotte à nouveau dans l'air, tel un chant de sirène fantasmagorique. Depuis combien de jours dure la tempête? Vous n'en avez pas la moindre idée, mais elle vous paraît interminable. Vous avez la sensation d'errer depuis une épouvantable éternité, perdue au milieu des ténèbres, d'infranchissables murs de sable et de poussière, d'ouragans de particules dont le frottement vous brûle la peau, les entrailles et râpe tel du papier de verre la sclérotique de vos yeux. Jusqu'au jour où tout disparaît. Le vent retombe pour laisser place au calme, et le soleil, qui perce enfin les nuages, vous permet d'embrasser le panorama déployé alentour. La vision qui s'offre à vous est à couper le souffle. Vous ignorez à quel lointain confin du désert vous êtes parvenu, mais ce qu'ils abritent vous emplit d'une telle stupeur que votre cœur manque de s'arrêter. Le soleil n'est plus qu'un orbe de sang, l'horizon un câble tendu. À l'instant où vos forces vous abandonnent, où vous vous sentez prêt à défaillir, la tempête se dissipe peu à peu et le gris du ciel se mue en une clarté rosée et ourlée d'or. C'est alors que vous les voyez. Sur le coup, vous croyez à une illusion provoquée par votre esprit fébrile. À plusieurs kilomètres à la ronde, des formes saillissent hors du sable. Des crêtes de pierre, des masses sombres et denses qui ne peuvent être que des bâtiments, des trouées aux formes plus variées les unes que les autres, ouvertes dans le sol tel autant de puits pour conduire vers des profondeurs inconnues. C'est une ville, ou plutôt ce qu'il en reste, après avoir été enseveli par le désert plusieurs milliers de siècles à la merci des tempêtes. Pourrait-il s'agir de la cité perdue de la légende, celle qui n'a jamais été nommée? L'auriez-vous enfin trouvée? Peut-être, bien qu'à ce stade, vous doutiez déjà de votre lucidité d'esprit. Soudain, un fracas de musique métallique s'élève dans la vallée, faisant trembler les dunes pour saluer le disque flamboyant du soleil comme le faisait Ménone sur les rives du Nil. De la musique, d'étranges sons cosmiques, inquiétants, qui ne ressemblent en rien aux œuvres composées par l'esprit humain. Un courant d'air, semblable au gémissement d'un être vivant, surgit d'un abîme lointain par l'une des ouvertures dans le sol. De quoi peut-il bien s'agir? Quelle créature infâme, quel instrument de musique conçu à la nuit des temps s'est vu maudit d'une gorge capable de produire un tel son? Priant pour ne pas avoir à le découvrir, vous vous efforcez de ravaler votre peur et vous mettez en marche vers la vallée où gît la cité. Vous déambulez parmi les fondations de diverses maisons et bâtiments sans jamais rencontrer la moindre inscription ou gravure évoquant des hommes. Les civilisations connues de l'Antiquité, comme celles de l'Égypte ou de la Mésopotamie, n'y figurent pas non plus. Vous ne distinguez aucune représentation gravée dans les murs ou les obélisques d'événements retraçant l'histoire humaine. Comment est-ce possible ? Quelle civilisation n'inscrit pas dans la pierre ses déboires et ses mythes afin qu'ils échappent au passage du temps? Vous ne trouvez pas la moindre logique dans cette architecture malsaine, ni la preuve qu'elle a bien été érigée par des mains humaines. Quelque chose, dans les proportions de ces ruines, vous met même mal à l'aise. Les uniques témoins de ce qui s'est produit ici sont le vent millénaire qui souffle entre les pierres et la lune qui s'élève dans le ciel, blanche comme un eau décharné. Vous entamez votre exploration de la cité, priant pour ne faire aucune découverte que votre cerveau ne soit pas capable de supporter.
Vous avez la désagréable sensation qu'une présence vous épie depuis les pierres fantomatiques de la cité. Tâchant de ne pas y prêter attention, vous marchez jusqu'à ce qui semble être une double colonnade dont les piliers forment une allée droite. Une ancienne rue qu'empruntaient sans doute charrettes et piétons autrefois, un signe de la prospérité de ce lieu abandonné à son triste sort après Dieu sait quel cataclysme. De loin, vous discernez une forme au sommet de chacune des colonnes de pierre qui surplombe les dunes d'au moins 15 mètres. Il doit s'agir de statues d'anciens dirigeants, comme celles qui couronnaient les péristyles de la Rome antique. Cependant, plus vous vous approchez, mieux vous en distinguez les détails, et ce que vous voyez vous inspire une profonde angoisse. Ce sont bien des statues. En revanche, elles ne représentent pas des êtres humains, mais des créatures dont l'anatomie serait une fusion de plusieurs animaux. Mélange de bipèdes et de quadrupèdes, de reptiles draconiens, de satyres et d'une espèce d'hyène au front large et dégagé, prenant toutes des poses solennelles, comme si elles saluaient les jours d'une gloire passée, ou plutôt qui n'ont jamais vraiment existé. Peut-être s'agit-il d'idoles divines, de mythes antédiluviens taillés dans la pierre. Tout à coup, une voix vous parvient, une voix humaine, masculine, qui vous arrache un sursaut. « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas !» s'écrie la voix, vous prenant par surprise. D'un bond, vous faites volte-face et voyez surgir un homme de derrière une colonne. D'un certain âge, il est vêtu de guenilles et une barbe sale et désordonnée lui pend du menton. Il se précipite vers vous et vous saisit par la manche d'une poigne implorante. À en juger par son regard vide et ses pupilles tremblantes, incapable de s'immobiliser une seule seconde, ce pauvre malheureux doit être fou. « La porte de bronze doit à tout prix rester fermée » s'époumonne-t-il en anglais. « J'ai regardé dans le bassin des révélations. J'ai vu ce qu'il arriverait si nous leur permettons d'entrer dans ce monde. Ne l'ouvrez surtout pas. »« Qui êtes-vous » l'interrogez-vous dans l'espoir de le calmer. Quelque chose vous dit que vous connaissez cet homme, que vous l'avez vu dans un autre lieu et une autre époque. De quoi parlez-vous, monsieur? Quelle porte? Le vieil homme serre si fort les dents que vous les entendez grincer. Un douloureux spasme semble contracter tous les muscles de son corps. Celle qui communique avec l'autre ville, celle d'en haut. Il ne faut pas l'ouvrir, jamais. Enterrez les clés, enterrez-les. Qu'allez-vous faire? À en juger par ce qui reste de ses vêtements, il doit s'agir d'un survivant d'une expédition passée 1 minute. Mais oui, ce menton de travers, ses yeux légèrement en amande et les cicatrices de la variole encore visibles sur son visage, c'est Sir Richard Burton, l'un de vos collègues de la société de recherche de Miskatonic. En effet, il y a maintenant 1 an, il est parti pour le désert d'Arabie, vers une destination pourtant très éloignée d'ici, à l'occasion d'une expédition financée par le club de gentlemen Victor Heisenberg. Son objectif, chercher dans les profondeurs du désert des preuves de l'existence d'une civilisation pré-Homo sapiens. « Richard » vous exclamez-vous en le saisissant par les épaules, « mais comment? Que faites-vous ici? Qu'est-il arrivé à votre expédition ?»« Nous les avons vus, eux » balbutie-t-il. « Seigneur, qu'ils sont horribles! Et pourtant, quel degré de perfection leur civilisation a atteint! Ils ont bâti cette cité à partir de rien pour finir par la perdre lorsque l'air de la surface est devenu pour eux irrespirable, chargé de ce maudit oxygène. Ils ont dû se retrancher dans leurs cavernes souterraines à l'abri, là où l'air leur convenait. Mais de qui parlez-vous? Des êtres qui ont érigé ces statues en l'honneur de leurs dieux? Ce ne sont pas des dieux, pauvres ignorants, mais des représentations d'eux-mêmes, vous hurle-t-il au visage complètement fou.
Le vieil homme s'échappe en courant à une vitesse si impressionnante que vous peinez à le rattraper. Vous le voyez se glisser dans une crevasse percée dans le soubassement de l'une des colonnes. C'est là que je l'ai faite, la plus grande de toutes les découvertes. Quoi ? L'interrogez-vous ? Quelle est cette chose que vous avez découverte, Richard ? Le bassin, rempli de l'eau météorique qu'il collectait autrefois dans les anciens astéroïdes. Oui, l'eau qui se connecte à notre esprit et prédit l'existence d'autres temps, d'autres lieux et la clé maudite, forgée à partir de minéraux météoriques. Il vous montre un sac de toile élimé dont il tire une clé. Jamais vous n'en avez vu d'aussi étrange. Sa forme ne semble pas s'adapter à celle d'une main humaine. Elle est constituée d'un minéral non identifiable qui brille légèrement dans l'obscurité. Le nombre 62 est gravé sur l'une de ses faces. Que peut-il bien signifier ? Le vieil homme vous tend la clé, l'air si anxieux qu'on croirait qu'il vous confie un objet extrêmement dangereux. « Cachez-la, je vous en supplie, gémit-il. Je n'en ai plus la force. » Mais qu'est-ce qui vous prend, Richard ? Questionnez-vous exaspéré. Qu'est-il arrivé à vos collègues ? Ce sont les bandits du désert qui vous ont attaqué ? Le vieillard laisse échapper un rire bref, aussi tragique que dément. Il secoue la tête. Non, pas des bandits, pas même des humains, ce sont eux. J'ai vu leur arrivée dans l'eau, mais mes camarades n'ont pas écouté mes avertissements. Ils m'ont pris pour un fou. Vous rendez-vous compte ? Résigné, vous faites non de la tête. Oui, ils m'ont pris pour un fou, mais moi, j'ai tout vu dans l'eau. J'ai vu les images et j'ai tenté de les mettre en garde. À la fin, ils ont disparu, ensevelis par le sable, engloutis par la musique venue d'en bas. Il ne reste plus que moi, ce bon vieux Burton. Un petit gloussement s'échappe de son rire édenté. Rien que moi. Allez-vous m'expliquer ce que c'est que ce bassin à l'avant ? Il vous montre alors quelque chose au fond de la grotte. On dirait des fonds baptismaux de pierre à l'allure incroyablement ancienne. C'est une œuvre d'art bien antérieure à vos mythes d'homme occidental. Le bassin est rempli d'un liquide lapis-lazuli qui renvoie des effets insolites, comme s'il jouait avec les sources de lumière. « L'eau des rêves », murmure le vieillard, tremblant de peur. « Que comptez-vous faire ? Y plonger le regard dans l'espoir de découvrir ce qui a fait perdre l'esprit à votre ami Burton, ou vous montrer plus prudent que lui et garder vos distances ? Avec une certaine réticence, vous vous approchez de l'eau. Le liquide oscille et joue avec les reflets de lumière qu'il fractionne en 1000 prismes asymétriques. Lorsque vous vous penchez au-dessus du bassin pour regarder à l'intérieur, un phénomène surprenant se produit. Dans un premier temps, l'eau change de couleur, comme si elle savait que quelqu'un l'observait et réagissait à son contact. Puis elle se met à bouillonner, étrange, puisqu'il n'y a aucune source de chaleur à proximité. C'est alors qu'elle explose en une multitude d'images, s'écoulant en violentes cascades illustrées. Les voyez-vous véritablement ou seulement dans votre esprit ? Vous ne sauriez le dire. Derrière vous, Burton éclate de rire. Un nouveau témoin de la grande révélation. Mes dieux, un nouveau témoin, s'écrie-t-il, bras tendus vers le ciel. Montrez-lui la vérité, soyez magnanime, montrez-lui la vérité pour qu'il sache à son tour et qu'il soit prêt pour les temps à venir. Il poursuit sa diatribe démente, mais vous ne l'écoutez plus. Vous avez les yeux rivés sur les images qui vous montrent l'eau. C'est le spectacle le plus terrifiant qu'il vous ait jamais été donné de contempler, car ce sont eux que vous voyez, et en retour, eux vous voient aussi. Ces êtres reptiliens, vêtus de robes informes, affairés à construire leur temple, à faire de leur ville une importante métropole. À quand remontent ces événements ? 100, 200 000 ans, 10 millions d'années peut-être ? Aux commandes d'étranges machines, ils soulèvent d'énormes pierres afin de les empiler les unes sur les autres.
Il s'agit d'une société purement théologique, basée sur la pratique de rites et de cultes consacrés à des divinités sans nom. C'est l'histoire d'une puissante métropole côtière qui régnait sur le monde avant que l'Afrique surgisse des flots. Vous voyez ces guerres et ces triomphes, ces périodes de troubles et de ces défaites, et assistez à la fuite de ses habitants vers les profondeurs quand l'air est devenu pour eux irrespirable. Ils ont creusé, en quête du monde évoqué par leurs prophètes. Ils sont ici, sous terre, aujourd'hui encore. Lorsque la vision se dissipe, vous remarquez le corps de Burton, étendu à vos côtés, sans vie, emporté par une insuffisance respiratoire. Il vous a quitté. Au moins, vous détenez la clé. Lorsque vous vous approchez de cette structure surgie d'entre les dunes, vous prenez conscience qu'elle est non seulement très haute et de forme rectangulaire, mais aussi particulièrement étroite, comme s'il s'agissait d'un mur ou d'une porte. À mesure que vous la contournez afin de l'examiner plus attentivement, cette hypothèse vous paraît de plus en plus plausible. On dirait une plaque de bronze recouverte de nombreuses strates de sable, si bien qu'elle a presque entièrement perdu sa capacité à réfléchir le soleil. Du haut de ce portail qui ne mène nulle part, de ses montants, des pierres primitives et autres temples qui l'entourent tels de sinistres sentinelles, une civilisation si ancienne qu'il serait vain de chercher à la dater semble vous regarder d'un air mauvais. Des inscriptions sont gravées sur l'énorme plaque de bronze. Alors que vous tentez de les reproduire dans votre carnet, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger. Quelle technologie archaïque a bien pu non seulement sculpter, mais aussi dresser cette plaque métallique qui doit peser des tonnes? Certes, les Égyptiens ont bâtu les pyramides, et des civilisations plus anciennes encore ont élaboré des ouvrages d'ingénierie sans égal, défiant la logique de leur époque. Mais ceux qui ont construit cet édifice de bronze ont dû se servir de connaissances perdues depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, à quoi bon placer une porte au beau milieu de nulle part? Où ces constructeurs pensaient-ils qu'elle mènerait? À moins qu'il ne s'agisse d'un symbole purement religieux, chargé de la même portée rituelle que les dolmens celtes. Voilà les réflexions qui, en réalité, vous effraient le plus. De votre examen détaillé des gravures se dégagent certaines pistes concernant le mécanisme susceptible d'ouvrir l'énorme porte. Parmi les inscriptions, vous trouvez 3 orifices dissimulés qui pourraient bien être des trous de serrure, chacun doté d'une forme et d'une fonction différentes. Si vous aviez les 3 clés en votre possession, vous pourriez sans doute enclencher un mécanisme camouflé dans la structure même de la porte, qui vous est pour le moment invisible. Toutefois, une question demeure. Combien même vous parviendriez à obtenir ces clés et ouvrir le portail, qui gagneriez-vous puisqu'il ne semble mener nulle part? Vous parvenez à une esplanade où le sable déposé par les vents semble dissimuler un motif ancien. De l'immense étendue de poussière jaunâtre émergent ci et là des lignes droites, sombres, comme si un dessin se trouvait tracé dessous sur une surface plane. Vous décrivez des cercles de plus en plus vastes autour de la forme, tel un cartographe déterminant les limites géologiques d'un terrain. Au bout d'une heure, vous êtes quasiment certain que ces lignes cachées représentent une gigantesque étoile à 9 branches. Par ailleurs, vous croyez distinguer à leur sommet au moins 2 entrées, de profondes failles qui faisaient peut-être office d'égout à une époque lointaine où il y avait de l'eau à évacuer. Que peuvent bien signifier ces lignes entrecroisées? S'agit-il d'un symbole religieux ou est-ce purement décoratif? À moins qu'elle n'ait eu une fonction plus pratique. Il y a peu,
Vous avez eu vent de la découverte d'un plateau en Amérique du Sud, lui aussi traversé de grandes lignes, que l'imagination populaire a transformé en piste d'atterrissage pour les chariots des dieux. Cependant, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse de la même chose. De plus, quelle divinité oubliée voudrait atterrir ici? Bien décidé à mener l'enquête, vous vous faufilez dans l'un des puisards. C'est un conduit étroit, étouffant, dont les parois retiennent, malgré la chaleur du désert, une sorte d'humidité résiduelle, une fraîcheur fossile qui perdure à travers les âges. Vous vous enfoncez peu à peu dans l'obscurité, entamant ainsi une descente vers de lointains abîmes, d'où surgit un vent étrange qui porte une musique métallique, inhumaine, qui vous donne la chair de poule. Tout à coup, le tunnel s'ouvre sur une galerie au plafond voûté, terminée par une volée de marches grossières, minuscules et particulièrement escarpées. Elles hanteront vos cauchemars aussi longtemps que vous vivrez, car vous saurez bientôt ce qu'elles signifient et qui les a foulées en des temps immémoriaux. Le plafond bas du boyau est peu commode pour un homme de taille moyenne comme vous. Les Touaregs, eux, s'en accommodent peut-être, étant plus petits. C'est là, dans les ténèbres, plongé dans ces tunnels qui s'étirent à l'infini, toujours plus étouffants, que vous reviennent en mémoire des perles de savoir puisées dans vos contes démoniaques, comme les mots d'Alazred le fou. N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au fil d'air étrange peut mourir même la mort. Mais aussi des paragraphes tirés des œuvres hérétiques de Damasius et certains vers particulièrement horribles du délirant Image du monde de Gauthier de Metz. Auriez-vous succombé à la démence? La noirceur de l'au-delà aurait-elle eu raison de vous? Soudain, la galerie débouche sur une caverne plus grande, garnie d'objets étranges. Dans cette salle étroite, guère plus qu'une extension naturelle du couloir, vous découvrez des alcôves creusées dans les parois. Elles sont occupées par de nombreuses boîtes de bois au couvercle de verre. Il semble s'agir d'une collection de reliques paléozoïques et d'une inestimable ancienneté, aux implications tout à fait inconcevables. Vous les examinez de plus près. Les boîtes, oblongues et horizontales, vous font affreusement penser à des cercueils. Elles sont illuminées par une phosphorescence minérale, celle qui vous permet de vous orienter dans la pénombre. Au mur, des dessins plus fantastiques les uns que les autres constituent une fresque ininterrompue défiant toute tentative de description. Une chose est sûre, elle n'a pas été sculptée de main d'homme. Quant aux cercueils, ils contiennent les dépouilles momifiées de créatures aberrantes, dont la laideur surpasse de loin les limites tolérées par l'esprit de l'homme civilisé. Des reptiles mêlés de dogues ou de satyres aux cornes recourbées sur un front plus colossal encore que celui de Jupiter lui-même, dont l'absence de nez, la mâchoire d'alligator et les horribles doigts griffus les relèguent hors de toute classification paléontologique. Summum de l'absurde, ces créatures sont emmaillotées dans de luxueux vêtements et parées de superbes bijoux, ce qui dénote une intelligence avancée et vous effraie au plus haut point. Terrorisé, vous reculez en chancelant dans l'espoir de vous éloigner au maximum de ces cadavres, toutefois impossible de leur échapper car ils envahissent la galerie entreposée pour l'éternité dans le sol, les murs et le plafond. Des milliers de représentants momifiés de l'ancienne race. Sur les fresques murales s'étendent toutes sortes de scènes grotesques dépeignant les rites d'une civilisation qui ne croyait pas à la mort. Quel pays antique ne possède aucun mythe concernant l'au-delà, mais pratiquait des sacrifices en l'honneur de ses dieux pervers? L'un des dessins représente un reptile mince vêtu d'une toge.
sorte de prêtre suprême, s'apprêtant à sacrifier un pauvre malheureux sur un autel. Il semble se tenir au sommet d'une vaste pyramide en terrasse, ou ziggourate, sur laquelle se déploie une immense ville peuplée d'esclaves, sûrement des êtres humains assujettis par cette abominable race de reptiles. Tout à coup, un fracas vous glace le sang. Un objet lourd s'est déplacé au fond de la galerie, l'inondant d'une aveuglante lueur dorée. On dirait que l'une des parois, en détectant votre présence, s'est ouverte comme un grand panneau afin de vous révéler ce qui se cache de l'autre côté. Derrière vous, dans le couloir, retentit une cavalcade, comme si quelque chose approchait, à toute allure. Vous voilà pris au piège, entre deux phénomènes inconnus. Face à vous, cette mystérieuse lumière éblouissante qui pourrait annoncer n'importe quoi. Elle ne peut pas être qu'artificielle, puisque cette caverne ne dispose d'aucune ouverture qui permettrait au jour d'entrer. Et derrière vous, ces choses en approche qui vous bloquent l'unique issue. Des deux horreurs qui vous attendent, assurément. Laquelle préférez-vous affronter ? Vous vous cachez derrière l'une des caisses de bois qui reposent contre le mur, priant pour être suffisamment bien camouflé afin d'échapper au regard des créatures qui progressent dans le couloir. Les bruits qui vous parviennent ressemblent à des pas de plus en plus lourds et sonores. Ils sont accompagnés d'une sorte de gémissement guttural inhumain que pourrait produire la gorge d'un malade du choléra. C'est alors que vous les voyez. 3 silhouettes, plus petites qu'un homme de taille moyenne, mais particulièrement larges, comme si des ailes de dragon étaient repliées derrière leurs omoplates difformes. Ce sont eux, les membres de l'ancienne race qui habitaient ces lieux à l'époque préhistorique. Étaient-ils réveillés ou est-ce votre présence qui les a ramenés à la vie par le truchement d'un mécanisme inconnu ? Vous l'ignorez, mais toujours est-il qu'ils sont là. Ils bougent, courent et s'agglutinent dans l'étroite galerie pour se précipiter vers vous, telle une petite horde infâme de créatures reptiliennes. Quelle mystérieuse alchimie a bien pu les tirer de leur sommeil millénaire ? Ou pire encore, seraient-ils des gardiens, élus pour rester éveillés afin de protéger leurs semblables qui sommeillent depuis des lustres dans un sanctuaire secret, caché dans les profondeurs ? Que vous feront-ils s'ils vous trouvent, vous, un malheureux intrus venu profaner leur demeure ? Une chose est sûre, à en juger par leurs expressions, ils ne viennent pas en paix. À leur vue, vous tremblez de peur. Soudain, votre cachette vous paraît insuffisante. Vous êtes convaincu que dans le noir, ces monstres ont une bien meilleure vue que vous. De plus, avec leurs longs museaux, ils semblent capables de suivre votre trace à l'odeur. Autrement dit, vous aurez beau vous cacher, ils ne devraient avoir aucun mal à vous trouver. Que faire ? Ils ne sont plus qu'à quelques pas. C'est une idée folle, révoltante, tout simplement abominable. Partager la cachette d'un être qui gît paisiblement là, momifié depuis des milliers, voire des millions d'années. Cependant, la panique est une bien piètre conseillère et dans un moment pareil, terrorisé que vous êtes, vous ne voyez aucune autre issue. Ainsi, vous forcez le couvercle du cercueil de bois afin de vous glisser à l'intérieur sans laisser votre cerveau réfléchir à l'atrocité que vous êtes en train de commettre. Autrement, vous pousseriez inévitablement des hurlements de terreur, sabordant votre stratagème de dissimulation. L'air contenu dans le cercueil est irrespirable. Il vous irrite les yeux et vous donne envie d'éternuer. Comble de l'horreur, à votre contact, la créature tombe littéralement en poussière, comme si elle était constituée de sable. Sa désintégration se produit en plusieurs étapes. D'abord ses vêtements, changés en toile desséchée, puis sa peau qui s'effrite en cascade de sable pur.
et enfin ses organes internes, décomposés peu à peu tels des bandes de papier mâché. Cette créature est comme un monument oublié par le temps, aussi fragile qu'un rêve que vous êtes venu détruire d'un simple frôlement. En silence, vous comptez les secondes, les picosecondes et même les femtosecondes, le temps que les reptiles passent près du sarcophage. L'air menaçant, ils scrutent, hument, mais ne vous repèrent pas. Victoire. Votre stratégie a fonctionné. Croyant que vous avez continué votre chemin dans le couloir, les créatures ne s'arrêtent pas. Au bout d'un certain temps, vous vous extirpez de votre cachette en toussant, regrettant d'avoir respiré la moitié du corps de cette momie extraterrestre réduite en poussière. À présent, ces restes se trouvent dans vos poumons. Peut-être est-il temps de regagner la surface. Ou pas. Lorsque vous vous approchez du halo de lumière dorée qui semble baigner toute cette zone de la caverne, vous avez l'impression d'avoir subitement pénétré dans la couronne solaire. Il fait chaud, mais c'est une chaleur à la fois sèche et glaciale, tout bonnement inexplicable. À cet instant, la vision qui s'offre à vos yeux vous arrache un cri de stupeur. Vous vous tenez au bord d'un abîme insondable à l'éclat infini, un véritable océan de brume iridescente. Une vue similaire, sans doute, à celle que l'on pourrait apercevoir du monde depuis le sommet du mont Everest. On croirait que la galerie débouche sur une gigantesque caverne souterraine dont les limites se perdent au-delà de votre vision, mêlée aux confins de cette lueur funeste. Néanmoins, quelque chose se cache sûrement là, en bas. La chose à l'origine de sons inexplicables et de cette mystérieuse musique que vous entendez sans cesse, aux alentours de la cité comme à l'intérieur. Les associations d'idées sont parfois très curieuses et vous vous recroquevillez sur vous-même en songeant au fait que, à l'exception de la malheureuse victime condamnée au sacrifice que vous avez pu voir sur les fresques, la seule présence humaine parmi ces vestiges et symboles d'une vie primitive est la vôtre. Une volée de marches sinueuses s'enfonce dans les profondeurs du monde. Peut-être conduisent-elles au pied de cette caverne titanesque. L'abîme soulève un dilemme pour l'explorateur aguerri que vous êtes. Faut-il descendre et contempler ces merveilles de vos propres yeux, au risque d'y perdre la raison, ou rebrousser chemin à toute allure avant que des êtres innommables ne s'aperçoivent de votre présence? Même l'horreur de vous trouver confronté à ce vaste panorama, à ce monde de brume spectrale, ne peut rivaliser avec la sensation que vous inspire l'antiquité abyssale de ces lieux qui défie toute estimation et vous toise d'un air mauvais du haut des strates de pierre primitives, érodées par le passage d'air révolu. Ici, le temps lui-même s'est fait gardien de secrets profanes, sans nom. Soudain, une puissante bourrasque, digne d'un ouragan, vous fait rouler plusieurs marches plus bas. Elle est accompagnée d'une cacophonie si assourdissante qu'elle fait vibrer les os de votre crâne. Poussant un cri de douleur, vous vous prenez la tête entre les mains pour l'empêcher d'exploser et tomber. Dans la plus grande discrétion, vous vous approchez de l'édifice. Pourquoi ces architectes ont-ils omis les portes? Peut-être parce que tout le monde est digne de confiance dans la cité souterraine. Ici-bas, personne ne fait irruption sans y avoir été convié, et les bâtiments appartiennent à tous. Il est d'ailleurs possible que le terme même de propriété ait été oublié il y a longtemps sans jamais refaire surface. L'entrée principale donne sur une salle circulaire à la décoration aberrante, encombrée d'objets dont la fonction vous échappe. Il pourrait s'agir d'un entrepôt ou même d'un musée, ou simplement du foyer de l'une de ces créatures meublées de nombreux biens qu'elle a pu accumuler au fil de sa longue vie.
Depuis l'étage supérieur vous parvient un bruit, une sorte de toux ou de grognement guttural, vous ne sauriez le dire. Vous remarquez alors un escalier qui monte en colimaçon, pourvu des mêmes petites marches basses auxquelles vous commencez à vous habituer. Veillant à faire le moins de bruit possible, vous le gravissez lentement, jusqu'au moment où votre tête émerge sur le palier. Lorsque vous découvrez ce qui s'y trouve, vous retenez un cri. Ce deuxième niveau semble être un atelier. Ses murs sont garnis de placards et une imposante table, plutôt basse, trône en son centre. Un secrétaire, peut-être ? Les étagères débordent de plaques finement taillées dans une pierre semi-transparente, semblable à de l'obsidienne. Elles sont rangées dans un certain ordre, bien que chacune présente une forme irrégulière distincte, et sont recouvertes d'étranges gravures cunéiformes dont la symétrie interne évoque une sorte d'écriture. On y trouve également des dessins entourés d'une numérotation inhabituelle, basée sur une succession d'encoches et de points, qui ressemblent davantage à des diagrammes techniques qu'à des œuvres artistiques. Cependant, rien de tout cela ne vous intrigue autant que la créature qui se trouve assise face au secrétaire. Il s'agit de l'un de ces êtres, mélange d'hyènes, de reptiles et de monstres issus de la mythologie grecque. Il a l'air très vieux, décrépit, bien plus voûté que tous ceux que vous avez croisés jusqu'alors, comme si son corps était suspendu à l'arc de sa colonne vertébrale. Il est occupé à graver une plaque d'obsidienne à l'air d'un artefact semblable à un moule cunéiforme fonctionnant à la chaleur. Quelle connaissance incroyable peut-il bien inscrire pour la postérité dans cette étrange écriture ? C'est alors que très lentement, le scribe se retourne sur son siège et braque sur vous son regard. Vous restez tous deux paralysés, les yeux braqués l'un sur l'autre. Vous ne sciez pas. Quant à la créature, elle en est incapable. Au bout d'un certain temps, elle tend vers vous une main amicale et vous invite à vous asseoir à ses côtés sur le tabouret. Abasourdi, sans savoir comment réagir, vous obéissez. Alors que vous êtes à deux doigts d'un infarctus, l'être bouge lentement la bouche, comme s'il tentait d'adapter sa langue à des sons qu'elle n'est pas conçue pour produire. Il articule alors dans une espèce de sabéen proto-historique. Homme d'en haut. Au début, vous ne le comprenez pas. Alors d'un doigt à l'ongle divisé, il vous montre un casque. Lorsque vous vous en coiffez, sa langue devient subitement compréhensible dans votre tête. Vous ne devriez pas être là, ce n'est pas un lieu pour vos semblables, dit-il, sans cesser de frapper des symboles. Les Fungi de Yugot n'auraient pas dû permettre à votre race de prospérer. Ce sont nos amis. Je suis arrivé par accident, balbutiez-vous dans cette langue oubliée. Qu'est-ce que vous êtes ? Que faites-vous ici ? C'est plutôt à moi de vous poser cette question, murmure le vieillard. C'est votre race, l'anomalie. Nous sommes restés identiques depuis des millions d'années. Il n'a pas tout à fait tort. Vous n'aviez jamais vu les choses sous cet angle. Ce sont les hommes qui sont descendus des arbres et ont perdu leur poil. Je suis le chroniqueur. J'observe, je date et je note. Je vais d'ailleurs inscrire votre visite afin que le souvenir de ce jour ne disparaisse pas dans l'éternité. Comment se fait-il que vous soyez encore vivant, caché ici dans les profondeurs du monde ? Demandez-vous au chroniqueur. D'abord, tout n'était que chaleur et gaz. Le feu primordial régnait sur des continents constitués de lave en fusion. Puis, la pluie est tombée durant des millions d'années, et c'est ainsi que se sont formés vos océans. L'air d'en haut est devenu irrespirable. Alors nous avons dû nous enfermer sous terre.
nous qui étions autrefois si forts et si puissants, qui dominions le monde, cachés, tapis comme des serpents de sable, humiliés, incapables de vivre à la lumière cruelle du soleil. La vieille créature semble réellement mélancolique, comme si elle se remémorait des événements qu'elle-même avait vécus dans son enfance. C'est impossible, bien sûr, à moins qu'elle n'insinue que sa race est immortelle. Serait-ce la raison pour laquelle les fresques ne mentionnent aucun mythe concernant l'au-delà? Mais nous avons œuvré patiemment, oh oui, aidés par nos frères, les Migots. Ils détiennent les connaissances et survolent de nouveaux pâturages que ce maudit oxygène ne peut pas atteindre. La construction de la nouvelle cité est presque achevée. Ici, nous sommes plus très nombreux. Quelle nouvelle cité? Où l'avez-vous bâtie? L'être ne réagit pas aussitôt, mais finit par lever les yeux vers le plafond. Vous comprenez alors qu'il évoque un lieu situé très haut, au-dessus de sa caverne, au-dessus du monde de la surface. Qui sait, peut-être même au-dessus des nuages. De nouveau absorbé dans ses gravures, le chroniqueur ne vous adresse plus la parole. Vous laissez le casque traducteur à sa place et quittez la pièce, tête baissée. Son récit vous a sérieusement ébranlé. Avant de partir, vous vous emparez d'une clé suspendue au bout d'une chaînette. Elle est gravée du numéro 7. Vous la glissez dans votre sac à dos et rebroussez chemin jusqu'à la surface, perdu dans d'atroces réflexions. Pareil à des obélisques fissurés, 4 piliers jaillissent du sol. Ils semblent regroupés autour d'un noyau commun, comme s'il s'agissait des doigts d'une main ensevelie. En vous approchant, vous distinguez des éraflures taillées dans la pierre des colonnes, tout en haut, presque au sommet. Vous entreprenez alors d'escalader le plus proche. Au début, l'ascension se révèle ardue et vous tombez plusieurs fois. Par chance, le sable est meuble. Mais à force de ténacité, vous atteignez enfin votre but. Ces inscriptions correspondent sans doute à une sorte d'écriture hiéroglyphique qui ne ressemble en rien à celle des Égyptiens, des Chaldéens ou d'une autre civilisation antique. Elles sont si anciennes qu'elles vous évoquent Sarnath la maudite et les villes du pays oublié de Mnar. Elles ne représentent pas des personnages vivants, pas même des humanoïdes, mais semblent constituer un ensemble complexe d'idéogrammes respectant une certaine logique mathématique. Après plus d'une heure, passée à grimper comme un singe à ses doigts de pierre afin d'en déchiffrer les inscriptions, vous finissez par vous convaincre qu'il existe véritablement une relation arithmétique cachée quelque part. L'ennui, c'est qu'elle est si énigmatique que vous ignorez comment la décrypter. Malgré tout, avec l'exceptionnel esprit universitaire qui est le vôtre, vous ne devriez pas éprouver trop de difficultés à résoudre l'énigme. Soudain, un rayon de soleil frappe la pointe des obélisques et se réfracte en plusieurs faisceaux lumineux. C'est un spectacle somptueux. La lumière semble former une trame qui, tel un lacis de minces filaments étincelants, relie les piliers de pierre entre eux. Au sommet de chaque colonne apparaît alors une icône et 3 autres devant elle en miroir. Dans chaque groupe de symboles, 2 sont horizontaux et les 2 autres apparaissent comme une transformation géométrique des 2 premiers. Combien de symboles différents comptez-vous au total? En effet, bien que certains soient couchés et d'autres des symétries, ce n'est pas l'orientation ou la forme des icônes qui importent, mais leur nombre. Aussi, si l'on compte 4 colonnes de pierre, il y a seulement 4 symboles distincts. Bien vu. Vous déchiffrez un code mathématique qui vous permet d'interpréter le sens de ces hiéroglyphes et parvenez à la conclusion qu'il s'agit d'un calendrier solaire.
seulement, il ne se réfère pas au mouvement du soleil de notre Terre, mais à ceux d'une étoile lointaine qui n'apparaît qu'à certaines périodes de l'année dans la constellation australe de la Poupe. À en croire les gens d'ici, c'est l'un des astres les plus ardents de tout l'univers, une naine blanche de forte densité, seulement 3 fois plus grande que la Terre. Il semble que les obélisques calculent la durée pourtant incommensurable nécessaire au refroidissement de cette étoile jusqu'à devenir une naine noire. Quelles seront les terribles conséquences astronomiques de cet événement lorsqu'il se produira dans, 5 fois 4 plus le cosinus de la racine carrée de pi, vous faites mentalement le calcul, 1 billion d'années, à 1 siècle ou 2 près. Les hiéroglyphes ne le révèlent pas, mais il existe sûrement un lien avec le réveil de la chose qui en ce moment même sommeille parmi les nuages de poussière de la galaxie où seul règne le froid des ténèbres. Vous vous aventurez dans ces ruines hantées, dissimulées sous le sable tel un ogre sous un couvre-lit, et parvenez à un bâtiment dont les contours se découpent plus nettement. Il semble s'agir d'un temple délabré très ancien, dont les décorations murales rappellent les frises de certaines villes égyptiennes du Bas Empire. Celles-ci, en revanche, sont ordonnées en suivant un modèle géométrique hexagonal, comme si les murs étaient recouverts d'écailles de reptiles. L'entrée même de l'édifice vous évoque une gigantesque bouche de serpent dont les crocs se seraient, grâce au talent de l'architecte du temple, métamorphosées en colonnes. Quant aux 2 profondes fentes de ses yeux, elles semblent suffisamment vastes pour avoir accueilli autrefois de rutilants lapis lazuli. Porté par une rafale échappée de la gueule béante, surgit alors le son semblable à une mélodie surnaturelle et mécanique. Vous avez entendu un peu plus tôt. Comme si la gorge de cet immense serpent de pierre était connectée dans les profondeurs à de longues galeries ou diverses issues menant à des points reculés du désert. Armé de tout votre courage, vous allumez votre lampe et vous enfoncez dans les ténèbres. L'obscurité environnante est si pesante que même la lueur de votre lampe peine à la percer. Malgré tout, une évidence s'impose à vous, la rotondité des parois et les vestiges de décoration vous confortent dans l'idée que cette cité a jadis été importante, puissante, à l'image d'Ur et de Babylone. Quelle peut être l'origine d'une telle grandeur ? L'intérieur du temple est plus étriqué que l'extérieur. Ici, ces vastes murs laissent place à un dédale de plafonds bas et de salles étroites, ce qui manque d'une certaine logique. En revanche, vous remarquez sur les parois de nombreuses gravures très complexes qui pourraient être interprétées comme des hiéroglyphes. Leur tracé évoque une société industrieuse très avancée sur les plans technologiques et social, qui s'est sans doute imposée comme l'apogée de tout ce que les êtres pensants de l'époque étaient parvenus à accomplir. Ce qui vous interpelle le plus, hormis le fait que ces figures grotesques tiennent plus du reptile que de l'être humain, c'est l'absence de représentation de la mort sur leurs fresques. Une étrange omission, étant donné que la majorité des peuples primitifs étaient obsédés par le concept et les rites de passage vers l'au-delà. À en juger par la réticence de ces êtres à évoquer ou idolâtrer la mort dans leurs frises, on croyait qu'à leurs yeux, l'extinction individuelle comme collective n'était rien de plus qu'une idée extravagante, qu'ils aspiraient en quelque sorte à la vie éternelle. Vous arrivez face à un mur éboulé qui vous bloque le passage. Néanmoins, dans un couloir annexe, vous découvrez un jeu de leviers et de symboles qui pourraient être des nombres. Une suite mathématique incomplète semble gravée dans la pierre. La voici. Quel est le chiffre manquant à la place du point d'interrogation et que se passera-t-il si vous complétez cette série ?
Vous avez dû choisir la bonne solution. Quand vous actionnez le levier, un passage secret s'ouvre sur votre gauche, vous permettant ainsi de continuer à vous enfoncer dans les profondeurs de l'édifice. Sous ces plafonds bas, vous commencez à vous sentir claustrophobe. Quoi qu'il en soit, vous avez trouvé la solution. À l'évidence, les chiffres se rapportaient à la quantité de cercles contenus dans chaque nombre. Il y en a 6 dans 09, 08, 6. Si l'on compte les deux boucles du 8. Le chiffre manquant était donc 6. Très prudemment, vous pénétrez dans l'obscurité. À travers une lucarne creusée dans le toit, vous distinguez la lune qui vacille, comme reflétée dans un bassin d'eau agité. Sans que vous sachiez pourquoi, cette vision vous rassure. Et pourtant, jamais vous n'avez été aussi terrifié. Pas assez, cependant, pour réprimer votre soif de découverte prodigieuse. L'homme qui s'engouffre désormais dans la salle la plus sombre de la caverne n'est plus le timide chercheur de miskatonique, mais un explorateur aguerri, digne de ceux qui ont rempli les espaces vides des cartes de l'Afrique noire. Que s'apprête-t-il à découvrir ? La salle à laquelle vous accédez est vaste, circulaire, et ne semble pas disposer d'ouverture pour l'aérer. Elle en a sans doute toujours été dépourvue, même à l'époque où le désert ne l'avait pas encore ensevelie. Les vestiges d'étranges fresques, de curieuses arabesques dont la peinture s'est effritée recouvrent les murs. Et, au centre de cet espace immense, un piédestal se dresse. À son sommet, une clé. Du moins, ce qui ressemble à une clé, bien que la forme singulière de son anneau suggère qu'elle n'a pas été conçue pour une main à 5 doigts. Vous vous en approchez, attiré par l'éclat rutilant de son or, car elle semble avoir été fabriquée dans ce métal. Une infâme cupidité envahit alors vos sens. Serait-ce ce qu'a éprouvé Alan Quatermain lorsqu'il a découvert les trésors de Salomon dans l'Afrique profonde ? Le nombre 37 est gravé sur une des faces de la clé. Que peut-il bien signifier ? Incroyable, vous avez réussi à rassembler les 3 clés. Exténué, la douleur irradiant dans toutes vos articulations, vous vous traînez jusqu'à l'énorme porte et insérez chaque clé dans sa serrure. Comme elles ont toutes une taille, une forme et un poids différents, vous n'avez aucune peine à deviner où chacune s'emboîte. Une fois toutes les clés insérées, vous les tournez dans le sens inverse de la rotation du Soleil. Il existe sans doute une signification kabbalistique à ce mécanisme, caché quelque part. L'énorme plaque de bronze se met alors à gémir, secouée de tremblements comme si elle était vivante. Les gravures dans la porte qui tracent les contours d'océans et de continents au nom oublié par l'être humain se libèrent de leur croûte de sable en projetant de fines cascades de poussière. Épouvanté, vous reculez de quelques pas lorsqu'un mince filet de lumière divise en deux la plaque qui s'ouvre en son centre. Cependant, cette clarté n'est pas de votre temps. Et c'est là ce qui vous effraie le plus. Il semble s'agir d'une aube dérobée à un autre soleil, à une époque différente de son développement. Une lueur d'un autre âge irradiant depuis une ancienne ère géologique qui n'avait pas encore succombé à la décadence. Après des milliards d'années de veille muette, la porte frémit et finit par s'ouvrir. Dans un mouvement lugubre, la porte finit de s'ouvrir. Cependant, ce qui se cache de l'autre côté ne correspond pas à la réalité de votre monde. Ce n'est ni le désert que l'on s'attendrait évidemment à trouver, ni même d'autres bâtiments de la cité sans nom. Lorsque ces deux battants sont largement séparés, le portail révèle un océan de clarté dorée, un chemin vers un autre lieu, un tunnel de lumière menant à des contrées dont l'être humain n'a jamais rêvé. Comme vous êtes un homme de science,
parvenu jusqu'ici, au lieu de rejoindre à toutes jambes la civilisation, vous vous surprenez à mettre un pied devant l'autre, vous approchant ainsi, millimètre par millimètre, de l'énorme rectangle brillant, jusqu'à ce qu'il vous engloutisse. Comment décrire avec des mots un voyage vers l'infini, un changement de réalité, de paradigme? Peut-être n'existe-t-il aucun terme dans votre langue adapté à une expérience pareille. Néanmoins, vos yeux l'aperçoivent, votre cerveau l'absorbe tel un torrent de couleurs, de géométries étranges et de dimensions insensées. Lorsque tout se termine, vous vous trouvez de l'autre côté, debout face à un nouveau paysage, un monde qui vous est entièrement étranger. Votre présence attire immédiatement l'attention des êtres qui l'habitent. Inutile de préciser que derrière vous, la porte s'est refermée. Il vous est désormais impossible de rallier votre époque et votre monde. À ce stade, votre unique option est d'aller de l'avant. Le paysage qui s'offre à vous est manifestement lunaire. De la lune de la Terre, avec ses cratères et ses collines de fine poussière blanche. Au milieu du panorama se dresse une ville semblable à celle que vous avez découverte à votre époque, la Cité sans nom. Seule exception, celle-ci apparaissait majestueuse dans toute sa splendeur. Elle fourmille de créatures de petite taille qui, lorsqu'elles vous voient, abandonnent leurs tâches pour déployer leurs grandes ailes et voler vers vous, curieuses de savoir qui est cet intrus. Comble de l'absurde, le manque d'air ne vous tue même pas. Vous êtes toujours vivant, vous respirez. À croire que ce cratère est recouvert par un dôme invisible capable de préserver les conditions de vie élémentaires. Le ciel est constellé d'astéroïdes qui semblent constitués de roches lunaires, comme si l'astre s'était brisé en 1000 morceaux. Sur certains, vous apercevez d'autres cités illuminées, elles aussi, de millions de lueurs scintillantes, des villes habitées. Vous trouvez-vous dans un passé extrêmement reculé ou dans un lointain futur où la Lune s'est divisée en fragments éparpillés en anneaux autour de son noyau? Un anneau où ces choses, ces êtres ont enfin réussi à bâtir leur civilisation idéale. En tant que scientifique, il est possible que cette fois-ci, vous soyez allé trop loin, au-delà même des frontières les plus extrêmes de la science.